Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Hervé de Chilaz, le président de Nextroad. Il publie un livre blanc sur l'état des ponts et routes en France, un an après un rapport préoccupant de la Cour des comptes. On verra ce que les décideurs publics et privés peuvent mettre en œuvre. Notre débat, il porte sur ce cap des 100 000 bornes de recharge électrique publiques passées en France. On verra comment faire grandir et entretenir ce réseau. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Weclean, une appli de nettoyage citoyen. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Hervé de Chilaz, bienvenue. Bonjour Thomas-Hugues. Vous êtes donc le président de Nextroad, vous publiez un guide, un livre blanc sur l'état des routes et ponts de France. On va en détailler le contenu, le constat, l'usage qui pourra en être fait notamment par les décideurs publics. Mais d'abord, Nextroad, c'est quoi votre métier? Expliquez-moi. Alors Nextroad est une ingénierie spécialisée dans l'audit et la gestion des routes et des ouvrages d'art. Ouais. Nous avons 200 collaborateurs sur le territoire français, donc au plus près des gestionnaires de ce patrimoine, qui en France sont les collectivités en très grande partie, mais également les sociétés d'autoroutes. Donc on a un objectif simple en réalité, c'est d'accompagner ces gestionnaires de patrimoine dans une démarche de gestion qui soit la plus vertueuse possible pour leur porte-monnaie, pour la planète et pour la sécurité des usagers. Ouais, on y reviendra sur le côté planète parce que c'est peut-être pas forcément évident de prime abord, mais il y a effectivement de bons arguments. Ça démarre par quoi? Par un audit tout simplement? Exactement, en réalité on réalise 4 grands types de prestations qui, quand on les met bout à bout, forment cette démarche de gestion vertueuse. La première, c'est l'audit. Donc, c'est le diagnostic de l'état des routes et des ponts. Donc, on a un certain nombre de mesures qui caractérisent l'état des routes. On localise les dégradations. Mais on ne s'arrête pas là. On comprend ces dégradations parce qu'une dégradation sur une route, c'est d'une certaine manière un vieillissement prématuré de travaux qui ont été réalisés. Donc, il faut comprendre tout ça. Donc, ça, c'est la phase d'audit. La deuxième étape, une fois qu'on sait de quoi on parle, c'est une phase de conseil et de programmation. Donc, on s'assied avec les gestionnaires et on établit avec eux, en fonction de leurs priorités politiques, financières, environnementales, transition climatique, on établit des scénarios d'entretien et on programme les travaux et on dimensionne les travaux par rapport à ça. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est le contrôle. Une fois que les travaux sont lancés, on contrôle la bonne mise en œuvre des travaux. Vous ne faites pas les travaux, mais vous les contrôlez, c'est ça? On les contrôle, absolument. Et la quatrième étape, c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on organise toute la data, parce que la data routière sur le trafic, sur l'état des routes, c'est une data massive, assez complexe à gérer. Et donc, on restitue cette donnée sous forme de cockpit de pilotage aux gestionnaires pour leur donner la capacité de prendre du recul. Ça veut dire quoi? Anticiper sur les périodes où il y a, je pose une question de B aussi, un plus de trafic. Cette data, qu'est-ce que ça donne comme info, par exemple? Cette data, ça permet de comprendre, on a quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de routes et de ponts à gérer. Quels sont les endroits qui sont les plus critiques, où est-ce que le trafic passe, quelles sont nos priorités, et de faire remonter, on en parlera aussi peut-être, de la donnée qui vient directement des véhicules, des particuliers qui circulent sur ces routes-là. Ouais. Donc vos clients sont les collectivités, les sociétés d'autoroutes aussi? Également, absolument. Elles font pas ce métier elles-mêmes en quelque sorte, les sociétés? Non, il y a un certain nombre elles sont davantage dotées en ingénierie, en matérisme, mais elles s'appuient quand même sur nous pour certaines des phases que je vous ai décrites ici. D'accord. Donc il y a un peu plus d'un an, c'était en mars 2022, la Cour des comptes dressait un bilan de l'état de nos routes et ponts, je disais, préoccupant. C'était quoi les conclusions de ce rapport? Alors, peut-être juste avant pour les spectateurs, pour expliquer situer le cadre. Contexte, les routes et les ponts en France, donc on a plus d'1 million de kilomètres de routes, donc c'est 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. On a environ 250 000 ponts en France. On dit que c'est le premier patrimoine de l'État, donc ça a une valeur financière qui est absolument colossale, mais au-delà de ça, d'un point de vue usage et sociétal, c'est considérable. C'est-à-dire que 9 Français sur 10 utilisent la route tous les jours, donc en voiture, en moto, mais de plus en plus en vélo aussi. C'est ce qui permet d'emmener les enfants à l'école, d'aller voir les parents, les grands-parents. La route va partout, donc elle permet aussi d'acheminer, par exemple, les secours dans les endroits les plus reculés. Donc en fait, la route, on y pense peu parce qu'elle est là et on la voit tous les jours, mais c'est clairement le premier réseau social en réalité en France. Et économique aussi. Et économique aussi. Si la route est défectueuse, l'économie va en pâtir. Exactement. Donc une fois que ce cadre est posé, effectivement,
la situation n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'à la fois en instantané et en tendance, la situation n'est pas bonne. Donc la France perd des places. Elle est passée de la première à la 18e place dans un classement mondial sur l'état des routes en 10 ans. Entre Dans les 10 dernières années, on va dire, la dernière fois que ce classement a été établi. D'accord. On était premier dans les années 2010 et on est 18e. Absolument. Par manque d'entretien, tout simplement. Alors, pour plusieurs raisons. Donc, la Cour des comptes, de ce point de vue-là, a fait un travail fantastique et on partage très très largement le diagnostic qui a été fait. Je mettrai en avant peut-être 2 raisons structurelles qui nous paraissent importantes. La première, c'est un problème de compétence. C'est-à-dire qu'on a donc un mouvement de décentralisation qui fait que les gestionnaires aujourd'hui sont des collectivités de taille assez variable, mais dont certaines sont des communautés de communes ou des communes. Et on a aujourd'hui, par manque de compétences, quelque part, les bonnes pratiques de gestion et les méthodes ne sont pas suffisamment connues chez les gestionnaires. Première raison. Deuxième raison, c'est probablement le regard qui est porté sur ce sujet par les décideurs. On a tendance... pas assez politique, en quelque sorte. Probablement. On a tendance à considérer que c'est un sujet technique, on le laisse aux techniciens. Et du coup, ça devient une variable d'ajustement budgétaire assez souvent. Alors qu'il y a toutes les dimensions dans ce sujet pour en faire un sujet éminemment politique. À la fois, c'est des montants très importants dans l'entretien des routes. C'est plus de 14 milliards à l'échelle du pays. C'est, comme on l'a dit, le premier réseau social en France. Donc, probablement que le regard porté est un sujet. Et donc, du coup, la situation aujourd'hui, on est très souvent dans une logique d'entretien curatif. En caricaturant à l'extrême, on peut dire qu'on répare les nids de poules quand il y en a. Et on n'est pas suffisamment dans la démarche que je vous décrivais au début, qui est une démarche d'anticipation. Et du coup, le réseau est très peu connu. Dans 80% des cas, il n'est jamais ausculté. Les travaux sont très rarement contrôlés, dans moins de 10% des cas. Et donc, mécaniquement, on a un effet de route, de réseau routier et d'ouvrage d'art qui se dégrade. Alors que si on anticipe, ça coûte moins cher. C'est vrai pour une maison, c'est vrai aussi pour une route, quoi. Absolument. Si on anticipe, ça coûte moins cher. Si on prend une chaussée et qui commence à se dégrader, à montrer quelques signaux de faiblesse, soit on ne le voit pas parce qu'on ne l'ausculte pas, soit on décide de ne pas la réparer et qu'on attend. Les travaux, la masse de travaux qui sera nécessaire quelques années après pour revenir à un état normal sera exponentiellement beaucoup plus importante que si on avait traité au début. Donc oui, le préventif permet de dépenser moins dans la durée et on le verra aussi, on en parlera aussi, l'effet CO2. Moins de travaux, c'est aussi moins de CO2. Donc alors, je veux bien qu'on y vienne tout de suite, parce qu'effectivement, vous y avez fait référence déjà 2 fois. Pourquoi, finalement, l'expertise que vous proposez avec Nextroad permet d'améliorer le bilan carbone de notre mobilité? Alors, il y a 2 grandes raisons. La première raison, c'est sur le poste entretien des routes, justement. Donc, c'est un poste qui émet du CO2 parce qu'il faut produire ce qu'on appelle des enrobés, il faut les acheminer. Donc, on estime qu'il y a quelques millions de tonnes par an de CO2 qui sont... émises par ce poste entretien des routes. Ce qu'on dit, on a commencé à l'aborder, c'est qu'une démarche de gestion permet de réduire d'au minimum 25% ces émissions-là. Pourquoi? La première raison, c'est parce que c'est moins de travaux. Comme je l'ai dit, quand on est en préventif, on fait moins de travaux qu'en curatif. La deuxième raison, ou plutôt une deuxième illustration, c'est le contrôle des travaux. L'erreur est humaine, donc quand on ne contrôle pas les travaux, il y a parfois des non-conformités qui peuvent se produire, dont certaines peuvent avoir un impact important sur la durée de vie des travaux. Donc si on ne contrôle pas systématiquement et qu'on laisse passer certaines non-conformités, on va devoir y revenir plus souvent que si on est... Donc contrôler les travaux, d'une certaine manière, c'est un peu garantir la durée de vie. Donc ça, c'est la première raison sur le poste entretien des routes. Et la deuxième raison, c'est que des routes en meilleur état, globalement, diminuent les émissions CO2 des véhicules qui circulent sur les routes. Alors c'est quelques pourcents, mais quelques pourcents sur ce qui est le principal poste en France d'émissions, le transport routier, qui est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est assez colossal. Donc voilà les 2 grandes raisons. Pourquoi vous avez sorti ce livre blanc? C'est à destination des élus, c'est pour évangéliser en quelque sorte? Oui, en fait, on a voulu marquer un peu à notre façon l'anniversaire de la parution du rapport de la Cour des comptes, prendre notre part dans un sujet qui nous paraît être un sujet important de société. Et l'angle qu'on a choisi, en effet, c'est d'interpeller les décideurs qui, certes, ont plein de sujets à traiter, mais pour leur faire prendre conscience de l'importance des sujets et surtout leur apporter 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qu'elles sont à notre portée. C'est des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui sont à leur portée. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que s'il manque de compétences en interne, ce qui est le cas souvent, il y a des sociétés d'ingénierie comme Nextroad, par exemple, qui sont là pour les accompagner. Donc, en fait, ce livre blanc, c'est un appel à l'action.
qu'on a envoyé à plus d'1 millier d'élus en France et on a déjà plusieurs dizaines de retours de collectivités qui veulent creuser, qui veulent approfondir le sujet avec nous. On peut peut-être aussi partager quelques exemples. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans cette émission de bonnes pratiques. Ce qui marche déjà ailleurs, ça peut donner envie à des entrepreneurs ou à des élus de faire la même chose, quoi. Ouais. Alors les bonnes pratiques, j'en ai cité une, c'est mettre en place cette démarche de gestion, et donc de baisser de 25% ses budgets, ses émissions. Une deuxième, c'est contrôler systématiquement les travaux. Il y a un retour sur investissement qui est assez rapide, très rapide. Une troisième, par exemple, c'est d'utiliser les données qui viennent des véhicules connectés, je l'ai abordé, pour parfaire la connaissance de son réseau. On a aujourd'hui tout un tas d'informations qui ne sont pas utilisées, qui viennent des véhicules de monsieur et madame, tout le monde, et qui permettent, en détectant des coups de frein, des coups de volant, d'identifier, un complément pour identifier des zones un peu dangereuses. Donc ça, on peut les capter et on peut utiliser ces données, ce qui permet aussi d'associer l'usager, utiliser ces données pour parfaire la connaissance de son réseau. Et peut-être une autre bonne pratique. C'est vrai qu'il y a des applis qui permettent d'aller plus vite sur les routes. On signale quand il y a des nids de poules. Ça, c'est pas suffisamment utilisé par les collectivités, par exemple. Pas suffisamment. C'est cette idée-là, quoi. C'est cette idée-là. Et après, en revanche, c'est identifier les endroits, c'est important, mais c'est là où l'ingénierie vient derrière, c'est de comprendre pourquoi il y a des dégradations et comprendre la bonne manière de les réparer. Peut-être une autre bonne pratique sur la gestion de l'eau, qui est quand même un sujet assez majeur pour nous tous. Traditionnellement, l'eau et la route ne font pas bon ménage, donc la stratégie consiste à évacuer l'eau d'une certaine manière, à empêcher qu'elle pénètre dans la route pour ne pas l'abîmer. Or, il existe des techniques qui ne sont pas adaptées à tous les cas, mais qui néanmoins permettent de chaussées, qui permettent de stocker l'eau. Et donc, plutôt que de l'évacuer et de considérer que l'eau est un déchet, de considérer que c'est une ressource, de la stocker localement pour pouvoir l'utiliser à proximité de la route. Donc, ce type de bonnes pratiques, d'une certaine manière, il y en a beaucoup. Et ça témoigne du fait que mettre davantage de matière grise dans la gestion de son patrimoine routier, ça permet de répondre à tout un tas de défis d'aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé de Chilaz et à bientôt sur Bismart. On passe à notre zoom sur le cap des 100 000 bornes de recharge électrique publique, cap passé en France. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le zoom de ce Smart Impact. J'accueille en duplex, en visioconférence, Aurélien Demeaux, qui est le cofondateur, le patron d'Electra. Bonjour, bienvenue. On va parler pour commencer de ce cap des 100 000 bornes de recharge électrique publique qui a été passé, symbolique évidemment. Est-ce qui permet de dire que la France a rattrapé son retard par rapport à d'autres pays européens ? Bonjour à tous. Effectivement, on a passé ce cap des 100 000 bornes, qui est une bonne nouvelle, puisque on a un vrai élan qui a été donné en France. On le voit depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire depuis le post-Covid. Il y a une accélération très très forte du nombre de points de charge qui sont installés en France. Donc je pense que la dynamique aujourd'hui en France est très forte et qu'on peut dire effectivement qu'on a rattrapé notre retard. Aujourd'hui, toutes les aires d'autoroute sont équipées avec des bornes de recharge rapide. Et les 100 000 bornes ont été atteintes. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus de points de charge que l'Allemagne, par exemple, qui pourtant est un pays qui a un peu plus de véhicules électriques que nous. Donc je pense qu'on a comblé un retard important. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire quand même, c'est que l'objectif, il n'est pas tant quantitatif, mais il est aussi qualitatif. Et qu'il faut bien savoir de quoi on parle, puisque 100 000 bornes, si c'est des bornes de faible puissance, ça ne va pas forcément nous aider à recharger les véhicules. Et ce qui est important, c'est le nombre de voitures qu'on charge et pas tant finalement le nombre de prises ou le nombre de bornes qu'on installe. Combien de voitures on peut charger en X temps? Pour répondre au défi de la fin de la vente de voitures neuves thermiques d'ici 2035, on sait que beaucoup de constructeurs automobiles devancent l'appel. On a modélisé ça, il va falloir combien de bornes de recharge électrique? Alors nous, notre analyse, c'est que en réalité, on va passer d'un monde où on parle beaucoup de quantité et de nombre de bornes ou de nombre de points de charge à quelque chose où on fait moins, mais mieux, avec de l'infrastructure et de l'équipement qui est plus qualitatif, qui est plus puissant, plus rapide et qui permet de charger plus de voitures. Je vais vous donner un exemple. Si vous chargez sur une prise lente, avec une charge qui met 8 heures, sur une place de parking, vous pouvez charger 3 voitures. Si sur cet même emplacement, vous avez une borne qui permet de charger une voiture en 30 minutes, théoriquement, vous pouvez charger 48 voitures. Donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme si dans les télécoms, je vous disais, on va mettre 10 000 antennes, et en fait, là-dedans, il y a de la 2G, il y a de la 3G, il y a de la 4G, il y a de la 5G.
c'est pas du tout la même chose. Donc c'est là où je pense qu'après cette forte dynamique quantitative, on observe, nous, que sur le marché, l'infrastructure est en train de s'orienter vers quelque chose de plus qualitatif, avec des points de charge plutôt à tendance rapide. Et ça, c'est vrai, quels que soient les lieux, parce que ce que vous décrivez, ce modèle, il est évident pour une station routière, autoroute ou route, mais par exemple, dans un immeuble d'habitat collectif, est-ce qu'il y a forcément aussi besoin de bornes de recharge rapide ? Alors effectivement, moi je parle de la recharge, des bornes de recharge ouvertes au public, et à côté de ça, vous avez le segment de la recharge privative, que ce soit à la maison ou au bureau. Et donc ça, ce sont des gens qui ont la possibilité d'avoir une prise sur leur place de parking et qui vont plutôt effectivement avoir des bornes de recharge lentes parce que ils ont leur voiture qui stationne toute la nuit, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de la recharge rapide. Évidemment, les deux modèles vont cohabiter, quoi. Tout à fait. Et pour ce qui est des bornes de recharge ouvertes au public, vous avez 3 segments en réalité. Le premier, ce sont les bornes qui permettent de mailler les grands axes, donc notamment les autoroutes, donc qui sont des bornes rapides ou ultra rapides par définition. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le on-street charging, donc ce sont des bornes de recharge qui sont le long des places de stationnement, plutôt lentes. Et puis au milieu, vous avez des bornes, ce qu'on appelle des bornes de recharge dans des lieux de destination, par exemple des supermarchés, des hôtels, des restaurants, qui vont être plutôt rapides ou ultra rapides. Quels sont, vos potentiels de croissance le plus important sur ces 3 segments, par exemple? Sur quoi vous misez le plus aujourd'hui? Alors, nous, chez Electra, on est vraiment sur le segment tout ce qui est centres commerciaux, hôtels, restaurants, supermarchés. Donc, c'est des bornes de recharge ouvertes au public sur des lieux qui ont du trafic organique et sur lesquels les gens vont pouvoir se recharger en une trentaine de minutes, ce qui est aujourd'hui des puissances ultra rapides. Donc nous, ce qu'on observe, c'est que à l'image de la Norvège, qui est le pays le plus avancé sur la voiture électrique en Europe, à l'image de l'Allemagne, qui est également assez avancée, puisque c'est le premier parc de véhicules électriques en Europe, il y a une tendance à la recharge rapide, puisque finalement, c'est ça que souhaitent les utilisateurs, les électromobilistes. Ils n'ont pas envie de se casser la tête à compter voilà, les nombres d'heures de recharge qu'ils vont passer. Les gens, ils ont un boulot, une vie, plein de choses à gérer, donc s'ils doivent en plus gérer toute une logistique pour leur recharge, ça ne marche pas en fait. Ouais. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'ultra rapide, de manière à pouvoir dire aux gens, passez l'électrique, vous allez voir, c'est simple, ça ne va pas nécessiter une grosse organisation de votre part, et vous n'aurez pas, voilà, vous n'aurez pas à vous en préoccuper en fait. Oui, alors c'est aussi une façon de pas trop changer de modèle, quoi, pas trop changer nos habitudes. C'est le levier psychologique qui est important dans le développement de la mobilité électrique. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que le levier psychologique il est très important. Moi, j'ai encore beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah, l'électrique, ça a l'air bien, effectivement, mais je vais y aller quand le système sera un peu plus mature, un peu plus robuste. » Et aujourd'hui, je pense qu'avec le nombre de bornes dont on a parlé tout à l'heure, avec la technologie qui a fortement évolué, qui permet de se charger rapidement, il n'y a plus lieu d'avoir cette crainte de passer le pas et de passer électrique. Alors justement, je vous interromps, pardon, sur cet aspect technologique, à quel point les progrès sont importants? Décrivez-nous ça. On a des batteries qui ont fortement évolué dans les années, dans les quelques années derrière nous, et puis qui vont continuer à fortement évoluer. La technologie des batteries, c'est un sujet sur lequel il y a quasiment le plus de R&D au monde en ce moment. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont investis partout dans le monde pour arriver à améliorer cette technologie, puisque chacun sait que c'est la clé d'un monde dans lequel on est passé à une électrification massive. Donc qu'est-ce que ça permet de faire ces batteries? Ça permet d'avoir des densités énergétiques qui sont plus importantes, c'est-à-dire de réduire le poids des batteries à énergie équivalente. Et puis ça permet également de se recharger plus rapidement, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a doublé à peu près la vitesse de recharge moyenne entre 2018 et aujourd'hui 2023. Et ça va encore continuer à évoluer et à accélérer. Mais alors, une recharge rapide, ça consomme plus d'électricité? Ça ne consomme pas plus d'électricité. C'est simplement, voilà, c'est une question de connexion au réseau avec des appels de puissance qui sont plus importants. Donc au final, c'est la même énergie qui est délivrée. Hein. Par exemple, un plein, ça va être autour de 40 kWh. Enfin, on parle toujours de la même énergie, sauf qu'au lieu de mettre
10h, 12h, 15h, en fait, on va pouvoir vous délivrer ça en 20 à 30 minutes. Alors, vous proposez une application qui s'appelle Autocharge. De quoi il s'agit? Comment ça marche? Alors, Autocharge, c'est un principe qui permet aux électromobilistes d'arriver à la borne de recharge, de prendre le pistolet, de se brancher à la voiture et sans aucun autre geste, leur recharge démarre. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes identifié et que vous avez renseigné un numéro de carte bancaire, quand vous branchez le pistolet, on va reconnaître l'identifiant de votre voiture, l'associer à votre compte, ce qui fait que vous n'avez rien à faire. Donc vous arrivez à la borne, vous prenez le connecteur, vous le branchez et vous pouvez aller vous promener, faire des courses, prendre un café, vaquer à vos occupations. Et donc ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment sans couture et qui est assez agréable et qui est peut-être un petit plus, puisqu'on parlait de la comparaison avec le thermique, ça permet d'éviter de passer quelques minutes avec le pistolet dans les mains et ça permet d'avoir un peu plus de temps pour soi. Ouais. Je voudrais qu'on termine sur ce partenariat. Alors ça intéresse surtout les téléspectateurs franciliens, ce partenariat avec les taxis G7. Vous voulez faire quoi? Vous voulez les inciter à passer pour de bon à l'électrique? Tout à fait. Alors G7, donc c'est la première compagnie de taxi en France. Ils ont 10 000 taxis. C'est une maison bien connue dans le transport de personnes. Ils ont fait une première mutation qui était de passer de véhicules thermiques à des véhicules qui sont des véhicules hybrides, avec beaucoup de succès d'ailleurs, puisque l'essentiel de leur flotte est aujourd'hui hybride. Et là, il y a une deuxième transition qui s'amorce, qui est le passage de cette flotte de véhicules hybrides à des véhicules électriques, puisque c'est comme ça que ça va se passer. Et aujourd'hui, grâce aux meilleures autonomies, avec des vitesses de recharge qui sont plus élevées, les conditions sont réunies et le permettent. Et l'objectif, c'est que nous, Electra, on propose un réseau qui soit un réseau dense, avec beaucoup de stations de recharge, avec une recharge rapide bien entendu, et avec un prix qui soit compétitif, de manière à ce que les chauffeurs puissent passer électrique sans que ça gêne leur activité. Et moi, j'ai tendance à dire que si les taxis qui roulent 300 à 400 km par jour y arrivent et peuvent le faire, c'est un très bon signal. Ça montre que l'ensemble de la société peut passer électrique sans trop de soucis. Ça veut dire, en quelques mots, ils auront des bornes et des tarifs exclusifs, c'est ça? Tout à fait. Ils auront des tarifs préférentiels et également des fonctionnalités, par exemple une facturation mensuelle et une espèce de console en ligne sur laquelle ils peuvent suivre leur consommation. Merci beaucoup, merci et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Stéphane Sadjian, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Weklin, vous l'avez lancé il y a quelques semaines, au mois de février. C'est quoi Weklin? Weklin, c'est la première application mobile qui organise les premiers nettoyages citoyens qui récompensent les participants. Ça marche comment? En fait, c'est très simple. Vous téléchargez l'appli, il y a une liste de nettoyage citoyen un peu partout en Ile-de-France. Vous vous inscrivez à celui qui correspond à peu près à votre agenda et à votre localisation où vous avez envie de venir. Ça dure entre 1h30 et 2h. On ramasse ensemble entre 20 000 et 40 000 mégots qui vont être recyclés. Et à la fin, vous gagnez des points qui peuvent être soit convertis en carte cadeau, soit donnés à des associations. C'est essentiellement les mégots ou on ramasse un peu tout ce qui est là, quoi. Sauf que les mégots sont collectés à part et recyclés. D'accord. Et des mégots, on en ramasse beaucoup, parce que dans un parc, en moyenne, on ramasse en 2 heures entre 20 000 et 40 000 mégots. Il y a quelques jours, samedi dernier, aux Tuileries, on a ramassé 45 000 mégots, ce qui est vraiment significatif et que ces mégots vont être recyclés. Alors, ce qui est à la fois révélateur du comportement des consommateurs, des fumeurs, mais aussi, mais c'est pas un peu le boulot des agents de nettoyage de la municipalité ou des sociétés qui travaillent pour les municipalités? C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, ça. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, sur le Champ de Mars, il y a 400 000 à 500 000 mégots qui dorment. Aujourd'hui, c'est impossible de mobiliser 60, 70 agents de la propreté pour venir nettoyer chaque semaine et ramasser les mégots du Champ de Mars. Et c'est le cas un peu partout dans tous les parcs d'Île-de-France. En fait, le meilleur moyen de ramasser les mégots, c'est d'être à plusieurs avec un nombre élevé et de les ramasser et là, on a un impact.
Et c'est le meilleur moyen pour sensibiliser les gens à cette problématique et in fine faire en sorte que les gens arrêtent de jeter leurs mégots. Et c'est un formidable moyen justement de sensibiliser à cette problématique-là. Oui, alors il y a aussi le côté lien social, lien intergénérationnel dont on pourra parler. Je voudrais revenir à l'origine. Comment vous avez eu l'idée ? En fait, j'allais beaucoup à des nettoyages citoyens avec des associations et j'arrivais vraiment pas à mobiliser mes amis. Et même quand c'était près de là où ils habitaient, ils avaient du mal à venir le samedi matin, venir nettoyer le parc d'à côté. Et je me suis dit, c'est trop bête parce qu'il y a des applications, on récompense les gens pour marcher, on récompense les gens pour pas mal de choses et on les récompense pas pour nettoyer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de WeClean qui organise du coup les premiers nettoyages citoyens qui récompensent les participants. Et donc, c'est quoi le modèle économique de WeClean ? WeClean, en fait, on a des partenaires privés et des partenaires publics. Ouais. Donc, on est soit une solution de propreté pour un parc ou pour une collectivité, ou alors on a donc à ce moment-là, pardon de vous interrompre, c'est la collectivité, la mairie qui va vous rémunérer pour le travail effectué. On va donner la majeure partie aux participants. D'accord. Et du coup, on va pouvoir se pérenniser l'activité comme ça. Ou alors pour des partenaires privés. En ce moment, sur le mois de juin, on organise une collaboration avec les centres commerciaux Westfield. Oui. Donc, qui sponsorisent des nettoyages citoyens pas très loin des centres commerciaux. Donc on a fait les Tuileries qui est pas très loin du Forum des Halles, mais on a fait également, là on va faire également sur le mois de juin le parc d'Avron, la forêt de Fos-Repos et la forêt de Sénart qui est proche de Carré-Sénart. Oui. Et donc là c'est pareil, c'est les participants, ils vont récupérer quoi, des bons d'achat dans les centres commerciaux Westfield. Les participants vont gagner des points qu'ils vont pouvoir convertir en carte cadeau dans les centres commerciaux Westfield s'ils le souhaitent. Vous avez d'autres partenariats comme ça en perspective ? Pour l'instant, vous êtes en Ile-de-France, c'est ça ? C'est le point de départ de WeClean ? Exactement. On est en discussion avancée avec beaucoup de collectivités. C'est des process qui sont un peu plus longs parce qu'il y a des problématiques de marché public et ce genre de choses. Ouais. Donc oui, notre ambition, c'est de se développer à partir du deuxième semestre et de l'année 2024 dans d'autres villes de France pour proposer un peu ce même modèle. Alors, il nous reste deux aspects à aborder qui sont très intéressants, le lien intergénérationnel ou le lien social, et puis les conditions de recyclage. Parce que, donc là, vous nous parlez de mégots. Vous récupérez donc, des milliers de mégots. Il y a une filière de recyclage. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Très bonne question. Donc on va les stocker et quand on en a beaucoup, donc on a des sacs de 70 000 mégots, on a un partenaire qui fait ça. Donc lui, on va leur envoyer et eux, ils vont les dépolluer. C'est-à-dire qu'ils vont garder la fibre du mégot qui va être convertie en isolant, soit à destination du textile made in France ou alors à destination du BTP. Et notamment, ça va être utilisé pour les combles, pour l'isolation des maisons. Ouais. Et c'est cette filière-là qui est très intéressante parce que du coup, des mégots qui sont présents au Champ de Mars ou dans d'autres endroits de Paris vont être peut-être chez vous pour isoler votre maison. Ouais. Et ça rentre dans le modèle économique de WeClean. Vous vendez cette matière première à une filière de recyclage. Au final, comme le modèle justement n'est pas pérenne sur la filière de recyclage, c'est nous qui sommes obligés de payer pour recycler nos mégots. Mais par contre, c'est inclus dans le prix, c'est inclus dans notre modèle économique. D'accord, bien compris. Et alors donc ce lien social, ce lien intergénérationnel, comment vous le ressentez ça ? Vraiment, il est très fort parce que n'importe qui peut s'inscrire. Ouais. Donc on a à la fois beaucoup de jeunes qui s'engagent pour l'environnement, qui veulent vraiment participer à des nettoyages citoyens et rencontrer des gens qui partagent ces mêmes valeurs-là. Mais on a aussi des jeunes retraités pour qui c'est une formidable opportunité de rencontrer des jeunes, de s'engager, de faire quelque chose en commun avec des jeunes. Et du coup, ça se matérialise comme ça le temps de 2 heures lors d'un nettoyage citoyen. Le prochain nettoyage citoyen, vous en avez cité quelques-uns, on peut s'inscrire sur... Absolument, alors on va rajouter des places, il est complet pour l'instant, mais du coup c'est au parc d'Avron à Neuilly. D'accord, et on peut s'inscrire sur WeClean. Exactement, sur l'application. Bon, ben voilà, c'est très bien, les messages sont percés. Bon vent à WeClean. Merci Stéphane Sadjian. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.